C'est La fille inconnue, un thriller à suspense d'Ella Dark FBI, livre 14, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. En poussant la porte de l'immeuble Heaven's Garden, le sergent Grant ne put s'empêcher de penser à l'ironie cruelle du nom face à l'état lamentable du bâtiment. Les herbes folles se frayaient un chemin à travers les fissures des murs et plusieurs vitres du rez-de-chaussée avaient succombé aux assauts des briques, ballons de foot ou, plus souvent qu'autrement, aux disputes conjugales qui éclataient fréquemment ici. Ce quartier cumulait son lot de tracas et certains locataires étaient bien trop familiers avec les forces de l'ordre. Familles en détresse, dépendances entrelacées, hommes esseulés attirés par les charmes nocturnes qui dérapaient parfois en violence. Ce tableau amer se retrouvait dans toutes les villes d'une certaine envergure aux États-Unis. Davenport dans l'Iowa n'échappait pas à la règle. Mais dans 9 cas sur 10, les appels provenant de cet immeuble n'étaient bénis que des alarmes sans fondement. Margaret Hudson, doyenne du numéro 39 et âme égarée des lieux, avait signalé une nuisance sonore il y a 1 heure. Cette femme, que Dieu la garde, s'imaginait rendre service en alertant la police pour le moindre désagrément. Une dispute sonore? Un visage inconnu? Pour elle, tout méritait l'intervention policière. Elle était allée jusqu'à dénoncer des enfants jouant aux soldats dans le jardin pour usurpation d'honneur. Le meurtre survenu la nuit précédente à quelques rues de là incitait toutefois à la prudence. La plainte du soir concernait un simple tapage. Cris étouffés, chocs contre les murs. Des histoires ordinaires qui auraient dû passer sous silence. Mais Grant avait décidé d'intervenir en personne à Heaven's Garden. Une tâche qu'il déléguait habituellement, mais ses meilleurs éléments étaient accaparés par l'enquête du meurtre. Il gravit donc les marches vers l'appartement 49, juste au-dessus de chez Margaret. Étrange qu'elle connaisse si peu cette voisine alors qu'elle se montrait incollable sur tous les autres résidents de l'immeuble. Cette ignorance nourrissait probablement sa suspicion et expliquait le signalement rapide à la police. La porte de l'appartement 49 se démarquait avec sa peinture fraîche et son paillasson proclamant cyniquement que l'herbe était plus verte chez le voisin. Grant tapa à la porte et attendit sans réponse. Il frappa une 2e fois. « Police, veuillez ouvrir !» Il patienta, frottant machinalement ses chaussures sur le paillasson pendant qu'il attendait une réaction quelconque de l'intérieur. Souvent un chuchotement prévisible suivant un schéma bien connu. Discuter de se cacher ou non avant de réaliser que cela ne ferait que retarder l'inévitable confrontation avec la police. Pourtant, 1 minute plus tard, il se tenait toujours devant une porte close. « Mademoiselle Parkinson, ici la police. Nous avons été alertés pour troubles sonores. Nous souhaitons simplement nous assurer que tout va bien. » Grant colla son oreille contre la porte. Silence complet, pas un bruit suspect, ni même le frémissement discret d'une présence cachée derrière le bois. Après 3 décennies passées dans les rangs de la police, on développe une sorte de 6e sens pour percevoir vie et mouvement même derrière un mur opaque. Mais là, rien, aucune onde palpable ne venait titiller ses sens alertes. Se disant que les occupants avaient peut-être pris la poudre d'escampette durant les 20 minutes séparant l'appel et son arrivée. Ce qui n'était pas rare. Il commença à envisager cette hypothèse avec sérieux. Grant poussa un long soupir et jeta un œil à sa montre. Il était un peu plus de 23 heures. Autant en finir pour aujourd'hui, pensa-t-il. Mais alors qu'il s'adossait contre le cadre de la porte, son corps commença à glisser doucement vers l'arrière. Le paillasson se déroba sous ses pieds et, tandis qu'il se mouvait, une traînée sombre et visqueuse se dessina sur le sol. « Mon Dieu !» murmura Grant, le cœur battant la chamade. Il recula d'1 pas, sortit son arme et repoussa le paillasson du pied. Devant lui s'étendait une mare de sang qui s'échappait en un fin ruisseau sous la porte. Il activa sa radio d'une main tremblante. « J'ai besoin d'une assistance médicale d'urgence au 49 Heaven's Gardens, Cedar Road », lança-t-il d'une voix urgente. Il saisit la poignée de la porte avec appréhension, ne s'attendant pas à ce qu'elle cède si facilement. Mais contre toute attente, elle s'ouvrit sans résistance, dévoilant l'appartement numéro 49. Le sang guidait son regard à travers un parcours tortueux allant du seuil jusqu'au salon. Pas besoin d'aller plus loin pour découvrir sa source. Elle éclatait aux yeux comme une macabre mise en scène au centre de la pièce. Précipitamment, Grant avança, ses pas résonnant sur le parquet à mesure qu'il approchait du désordre sanglant. Un haut-le-cœur le prit en détaillant la scène. Une femme d'une 50aine d'années gisait sur le sol, figée dans une effroyable imitation de la vie. Il chercha son pouls, espérant contre tout espoir un signe de vie, mais rien n'y faisait. Tout indiquait l'inéluctable. Fébrilement, il reprit contact avec sa base. Envoyer du renfort, des experts en criminalistique et un médecin légiste immédiatement. 2 meurtres atroces en 2 nuits consécutives.
Que se passait-il donc Grant savait qu'il devait faire appel à un vieil allié. Le moment était venu de demander une faveur. Et prévenait William Edis du FBI. Chapitre 1. Un homme au visage marqué par l'anxiété et la résolution apparut à l'entrée de l'auberge Black Horse Inn. Il balaya rapidement les environs du regard avant de pousser doucement la porte et de se faufiler à l'intérieur. Avec empressement, il verrouilla derrière lui et veilla à ce que les stores soient bien fermés. « Dennis, tu es là ? Où es-tu » appela-t-il avec prudence. La cinquantaine robuste, coiffée d'une casquette cachant son front, cet homme n'avait pas réussi sa mission récente. Éliminer une jeune agente du FBI. Pour le groupe souterrain le plus notoire de Virginie dont il faisait partie, cet échec retentissait comme une honte. Leur leader ne ménagea pas ses reproches et menaça même de le séquestrer au sein de leur complexe, sans autre compagnie que des larves, pendant quelques semaines pour lui donner une bonne leçon. En réponse aux menaces, il avait juré d'être plus efficace lors de la prochaine tentative. À ce moment-là, leur cible restait introuvable, mais moins d'une heure auparavant, Dennis, le propriétaire du Black Horse Inn, l'avait contacté avec une nouvelle piste à exploiter. Quelques jours plus tôt, ce Dennis au visage angélique avait mis en place leur plan en persuadant la jeune femme de se rendre dans une vieille usine désaffectée. Ils avaient tenté de l'abattre, mais elle avait réussi à leur glisser entre les doigts. Maintenant, Dennis voulait discuter. Apparemment, il avait quelque chose en main. Ils avaient surveillé sans relâche le domicile de la jeune femme sans jamais apercevoir sa silhouette. Cela impliquait qu'ils devraient multiplier leurs efforts et étendre leur surveillance, car tant que cette femme serait vivante, elle resterait une menace potentielle. Elle avait vu certains des leurs. Si elle venait à découvrir leurs identités, alors c'en serait fini de leur organisation clandestine. Un seul domino tombé pourrait provoquer leur chute collective. La voix de Dennis résonna depuis le bureau, poussant l'homme à suivre l'écho à travers la salle déserte du restaurant. Il contourna le comptoir et se dirigea vers l'arrière de l'établissement. « Dennis, où es-tu ? Tu sais que tu ne devrais pas me contacter directement. Je n'en ai rien dit au patron pour ne pas te causer de tort, mais… » Il s'arrêta net, comme pétrifié. La mémoire de l'attaque de cette fille dans la vieille usine l'assaillit brusquement. Elle avait tenu tête à lui et à ses hommes avec une fureur presque surnaturelle et était parvenue à échapper à 3 hommes bien plus costauds qu'elle. L'humiliation de s'être fait battre par quelqu'un d'aussi frêle lui cuisait la peau. L'événement à l'usine n'avait été qu'un incident malheureux. Personne ne ridiculisait les Diamonds, personne ne leur échappait, peu importe sa force ou son statut. Mais la vue de Dennis, attaché et se débattant sur une chaise, lui prouva qu'il avait tort. « Dennis, que s'est-il passé ici ?» Des bras surgirent, l'attrapant par derrière et le projetant violemment au sol, son dos heurtant la dureté du parquet. Il vit flou devant lui 2 femmes se tenant là, chacune pointant un pistolet sur sa tempe. « Ah !» hurla-t-il sous l'impact qui coupa son souffle et le fit tourner la tête. Il tenta de résister, mais les canons appuyés contre sa tête lui conseillèrent fortement de revoir ses intentions. « Bon sang, c'est quoi cette histoire ?» Dennis prit la parole en premier. L'homme âgé se démenait pathétiquement dans ses liens. « Je suis désolé, Nathan, j'ai été contraint. » Elle les avait encore devancés. Il était tombé dans son piège. Ella Dark n'était pas dans cette auberge pour des raisons professionnelles. Elle n'avait pas immobilisé cet homme au nom de la justice ou dans le cadre d'une mission du FBI. C'était une affaire personnelle. 25 ans auparavant, alors âgée de 5 ans seulement, Ella avait été témoin d'une scène qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Elle avait découvert son père sans vie dans son lit. Assassiné, contrairement à ce que prétendaient les rapports d'autopsie et les archives policières. Des années durant, elle avait remâché cet événement, rejouant sans cesse la scène dans son esprit et s'acharnant en quête de réponse. Certains avaient tenté de la dissuader en disant qu'elle imaginait des choses là où il n'y avait rien à voir. Mais le sang qu'Ella avait observé était bien réel, maculant le sol de la chambre où elle devait plus tard apprendre que le décès de Ken Dark était officiellement attribué à un arrêt cardiaque. Ella avait suivi des indices depuis le casier personnel de son père jusqu'à un bâtiment abandonné où elle fut prise dans une embuscade tendue par 3 individus énigmatiques. Maintenant, elle et sa collègue Mia Ripley avaient élaboré un plan pour capturer l'un de ces assaillants anonymes. Leur stratégie avait porté ses fruits. Elles avaient infiltré discrètement l'auberge Black Horse après fermeture, maîtrisé Dennis et l'avaient contraint à appeler un contact sous prétexte d'affaires urgentes. C'était Dennis qui avait conduit Ella à cette usine où elle avait été agressée. Ce n'est qu'en y repensant qu'elle comprit que Dennis faisait partie intégrante du réseau clandestin depuis toujours. Il n'avait jamais envisagé qu'elle serait capable d'assembler toutes ces pièces du puzzle, mais elle y était parvenue. À présent, Ella tenait un des assaillants sous sa coupe. « Alors c'est toi, Nathan ?»
lança Ella en retirant sa casquette pour mieux la jeter au loin. Tu fais partie des crapules qui m'ont attaqué ? Nathan tendit les mains en signe d'apaisement. Les gens révèlent toujours leur vraie nature face à une arme braquée sur eux. J'ai seulement obéi aux ordres, implora-t-il. Je t'en supplie, ne me tue pas. Tes lamentations n'ont pas leur place ici, mon vieux. Écoute bien, tu vas tout me raconter sur votre bande. Qui vous êtes, comment vous me connaissez et pourquoi vous avez tenté de m'enlever la vie. Si tu as de la chance et que tu coopères bien, je pourrais peut-être épargner ta vie. On se comprend ? Nathan acquiesça avec effroi, sa bouche moussant de terreur. Oui, je vous en prie, ne tirez pas. D'un geste brusque, Ella le souleva et le jeta dans un coin. Sa tête frappa contre le mur sans qu'elle s'en soucie. À l'issue de cet échange, elle n'était même pas certaine de le laisser en vie. « Qui es-tu » tonna-t-elle. « Je suis au service des Diamonds » lâcha Nathan. Les Red Diamonds. Ella le savait déjà. Les Red Diamonds infestèrent le monde criminel de Washington, D.C. et de la Virginie depuis aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir. Souvent évoqués quand il s'agissait de disparitions inexpliquées ou de morts suspectes. Ils contrôlaient diverses entreprises, casinos, sociétés financières, magasins d'alcool, qui leur servaient à blanchir de l'argent tout en opérant incognito. Pourquoi m'avoir attiré ici ? Lui. Nathan désigna Denise du doigt. Il nous a dit que vous seriez présente. Elle se tourna vers Denise qui se tenait pitoyablement attachée à sa chaise. Elle avait accordé sa confiance à cet homme qu'elle pensait être simplement un vieux célibataire à la recherche de compagnie. Elle aurait dû être plus méfiante. « Parle maintenant » cracha-t-elle. « Quand on en aura terminé ici, Denise finira au fond de cette rivière, alors ne te gêne pas pour le vendre. » Denise se débattit sur sa chaise, basculant d'un côté avant de tomber au sol. Il éclata en sanglots, mais Ella n'avait pas une seconde à perdre en pitié. Elle attendait ce moment depuis 25 ans et elle allait savourer chaque seconde. « Silence, bon sang » hurla-t-elle. « Maintenant, Nathan, ton complice m'a dit que tu savais des choses sur mon père. C'est vrai ? » ?»« Oui, c'est vrai. »« Alors je t'écoute. » Nathan frissonnait dans son coin, évitant les canons braqués sur son front. « Votre père, il n'était pas celui que vous croyiez. »« Ah oui ? » ?»« Non, c'était un voleur. » L'agressivité d'Ella s'évanouit subitement. Son arme baissa lentement. « Comment ça, un voleur ? » ?»« Un voleur, et un très doué à ce qu'il paraît. Je ne lui ai jamais parlé, mais je connais les rumeurs. Il était l'un des nôtres. »« L'un des vôtres ? Mon père travaillait pour les Red Diamonds ?» L'homme acquiesça faiblement. C'était l'un des meilleurs dans son domaine. Ella fondit sur lui, pressant son pistolet contre le front de Nathan, tout en heurtant sa tête contre le mur. « Arrête ces mensonges, mon père n'était pas un criminel. » Ripley intervint et l'éloigna. « Que voulez-vous que je vous dise ?» Les mains en l'air, Nathan implorait la clémence. « Voilà ce que je sais. C'était un homme honorable, pas un simple cambrioleur. Pas pendant votre enfance. Quand vous êtes né, il a essayé de prendre ses distances avec nous. J'étais nouveau à l'époque, mais je me rappelle bien. Ken voulait quitter les Diamonds et avait promis de garder le silence sur nos activités. Sauf que chez les Diamonds, personne ne s'en va vraiment. » Ella respira profondément pour maîtriser ses émotions prêtes à jaillir. « Et ensuite, que lui avez-vous fait ?» Nathan trembla davantage. Ses lèvres remuaient sans aucun son, comme s'il redoutait même de prononcer ces mots tout haut. « Vous devez déjà vous en douter, » répondit-il finalement. Ella conclut d'une voix blanche. « Vous l'avez assassiné !» Un silence étouffant tomba sur la pièce tandis que Nathan restait muet face à cette affirmation poignante. Ella fit quelques pas pour reprendre ses esprits, comptant silencieusement jusqu'à 10. Elle avait obtenu la confirmation qu'elle cherchait, mais cela ne rendait pas la réalité plus supportable. « Qui a commis l'acte ?» demanda-t-elle ensuite, le désigner pour ses basses œuvres, son impatience explosant. « Dis-moi qui, tu veux mourir ici ?» Entre deux sanglots, Nathan avoua. « Logan Nash, le nettoyeur, avec les Diamonds depuis les années 80. »« C'est qui ?» Personne d'autre que notre chef ne connaît sa véritable identité. Logan Nash pourrait même être un pseudonyme. Ella insista. « Tu en es sûr ?» Se rapprochant de nouveau brusquement, elle appuya le canon contre les lèvres tremblantes de Nathan, qui détourna la tête pour cracher du sang. « D'accord, c'est bien son nom, mais je vous assure que nos chemins ne se sont jamais croisés. Jamais vu de ma vie. C'est notre Joker, notre machine à tuer. Un psychopathe dénué de toute pitié. Assassin professionnel qui a laissé derrière lui une quarantaine ou cinquantaine de vies fauchées au fil des ans. Inutile de le chercher, vous perdriez votre temps. » Ella n'écoutait plus. Tout était terminé ici. Logan Nash. Le nom résonnait en elle. L'homme qui avait ôté la vie à son père il y a 25 ans. L'heure était venue de régler les comptes. « Messieurs, on ferme boutique. » Elle vérifia son arme et balaya du regard les deux hommes.
Nathan gardait les mains levées en signe de capitulation, tandis que Dennis paraissait à 2 doigts de l'infarctus. Quelle paire de couards, songea-t-elle, fort seulement quand leurs acolytes sont là pour les épauler. Elle dut rassembler toute sa volonté pour ne pas les abattre sur le champ, mais ce serait idiot et contraire à l'éthique. On ne répare pas un meurtre par d'autres meurtres. Et puis, ces hommes pouvaient encore lui être utiles. « Je vous en supplie, ne nous faites pas de mal », implora Nathan. « J'ai une famille. » Ella se tourna vers Ripley. « Tu as enregistré tout ça ?» Ripley exhiba son téléphone avec l'enregistrement activé. Chaque mot. Tout était consigné. Une preuve irréfutable. Ella sortit des menottes, attacha Nathan et l'aida à se remettre debout. Ripley s'occupa du deuxième homme. Elle n'avait jamais eu l'intention de blesser ces hommes. Elle voulait simplement qu'ils croient leur vie en danger. Une chose était sûre dans ce métier. La crainte de la mort est un puissant moteur. « T'en fais pas », lança Ella à Nathan. « Ta famille aura le droit de visite en prison. » Chapitre 2. Ella avait passé la nuit à travailler, l'écran de son portable brillait dans l'obscurité de la cuisine, tel un phare d'espoir. Absorbée par ses recherches, le temps s'échappait sans qu'elle s'en rende compte. Elle et Ripley avaient livré les 2 captifs au commissariat de Virginie, avec juste assez d'informations pour les faire incarcérer temporairement. Membres du groupe Red Diamond, le cartel criminel le plus craint de Virginie, ils avaient tenté d'agresser Ella en raison de ses liens avec le FBI. C'était largement suffisant pour les tenir éloignés des rues quelque temps. Mais Ella avait omis certains détails cruciaux. Elle s'était abstenue d'évoquer l'affaire du meurtre de son père, préférant ne pas interférer avec sa propre investigation. Le chef leur avait assuré que les 2 hommes resteraient en détention avant leur comparution devant un juge. Leur passé criminel parlait d'eux-mêmes, et dès qu'elle aurait bouclé son enquête et trouvé l'assassin de son père, Ella fournirait tous les éléments nécessaires pour garantir un long séjour derrière les barreaux à Nathan et Dennis. Maintenant qu'elle tenait un nom, Logan Nash, elle pouvait avancer. Que disait-il déjà ? Une machine à tuer sans âme ni conscience, assassin depuis toujours, peut-être responsable d'une 50aine de meurtres. Ne cherchez pas à le retrouver. Les Red Diamond étaient certes experts pour effacer leurs traces, mais Ella avait déjà mis la main sur 2 membres du gang et traqué des criminels semaine après semaine. Peu importe qui était Logan Nash, il ne pourrait rester caché indéfiniment. Elle avait trop investi dans cette affaire pour échouer si près du but. Consultant l'horloge alors qu'elle se branchait sur la base de données du FBI, 3 heures du matin, Ella réalisa qu'elle retrouverait Ben dans 7 heures à peine. Mais l'adrénaline causée par la confrontation de la soirée battait encore dans ses veines, annihilant toute envie de sommeil. Aussi décida-t-elle d'utiliser ce temps précieux plutôt que ruminer les événements passés et se réveiller encore plus fatiguée qu'elle ne l'était avant d'essayer vainement de dormir. Les méthodes habituelles d'Ella pour retrouver quelqu'un échoué face à la quête de Logan Nash. En Virginie et à Washington DC, seuls quelques individus partagèrent ce nom, mais aucun ne correspondait au profil recherché. Nathan avait affirmé que cet homme était un tueur à gages chevronné, et s'il sévissait depuis 25 ans, il devait avoir au moins la 60aine. Cependant, les Logan Nash répertoriés avaient tous moins de 30 ans. 3 possibilités se dessinaient, soit Nathan avait fourni un faux nom, soit Logan Nash l'avait changé entre-temps, soit il parvenait à échapper au radar. Sa dernière option était VCAP, le fichier du FBI sur les criminels violents. Il recensait tous les meurtres en série connus et les crimes violents ou à caractère sexuel aux États-Unis, y compris ceux non officiellement enquêtés au niveau fédéral. La recherche du nom lui donna 15 occurrences datant de plus de 30 ans. Elle survola la liste et étudia brièvement chaque cas. Un meurtre à caractère sexuel en Californie, des tueries en série probables au Michigan, de la traite d'êtres humains en Oregon. Après avoir parcouru toutes les correspondances exactes, elle les examina de nouveau à la lumière du modus operandi du meurtrier de son père. Une effraction nocturne. Aucune trace de lutte, blessure ou ecchymose n'avait été mentionnée dans le rapport d'autopsie. Pourtant, Ella se souvenait avec horreur du sang qui maculait le sol de la chambre, ce détail qui avait déclenché son cri alertant les voisins. Mais Ella savait que la mémoire était trompeuse. Elle pouvait être altérée par le temps tout autant que l'esprit qui la retenait. Si vraiment il n'y avait pas eu de sang, alors l'assassin de son père avait choisi une mort silencieuse, peut-être par empoisonnement ou strangulation. Aucune des pistes ne collait. Perdue dans ses pensées, elle oscillait sur sa chaise en faisant crisser le sol de la cuisine sous ses pieds. D'une main lasse, elle pressa ses paumes contre ses yeux et sentit l'épuisement l'envahir comme un torrent impétueux, la précipitant contre des rochers acérés, le bilan des événements récents pesant lourd sur ses épaules. Son retour de Californie datait seulement de la veille,
après une confrontation avec un tueur en série mélomane surnommé le Maestro. Les airs entêtants qu'il composait hantaient encore son esprit. Agréable, certes, mais il lui rappelait sa lutte dérisoire face à l'ampleur du mal dans le monde. Les criminels pullulaient sans fin jusqu'à ce que tout soit englouti dans l'obscurité finale, une idée morose bien ancrée dans son esprit. Mais peut-être que démasquer ce mystérieux bourreau qui hantera ses nuits depuis plus de 2 décennies, pourra-t-elle trouver un semblant de paix que l'arrestation d'autres n'avait pu lui procurer. Son vieux détracteur lui avait dit qu'apprendre l'identité du meurtrier ne changerait rien. Elle resterait invariablement la même personne, avec simplement une victime supplémentaire sur conscience. Les dommages étaient irréversibles et quelqu'un d'aussi conscient des failles psychologiques aurait dû s'en douter. Ella repoussa ses cheveux en arrière et contempla la rue plongée dans une clarté timide à travers sa fenêtre. Écartant les sombres pensées, elle réfléchit à son parcours atypique, son départ d'une petite bourgade rurale de Virginie pour rejoindre les rangs prestigieux des services de renseignement du FBI et désormais agent spécial aux côtés d'une figure emblématique du bureau. 13 affaires résolues en un peu plus d'1 an, dont la capture du criminel le plus recherché par le FBI, un parcours remarquable avant même d'atteindre 30 ans. Tous ces efforts, si elle décidait d'abandonner demain, tout cela aurait-il eu une véritable signification ? Son regard glissa encore sur les noms. Logan Nash, l'agresseur inconnu qui, sans le savoir, avait marqué le début d'une vie dédiée à l'application de la loi pour une petite fille alors âgée de 5 ans. L'homme responsable de la trajectoire qu'elle suivait aujourd'hui. Enfant, elle rêvait de conduire un tracteur, de se faire une place parmi les agriculteurs de sa communauté. Elle imaginait se lever aux aurores, travailler la terre et exceller dans l'agriculture durable. Elle se voyait en héroïne discrète, soutenant l'économie et contribuant au bien-être du monde dans l'ombre avant de transmettre ses connaissances et disparaître au moment venu. Mais Logan Nash avait changé son destin. Elle ne pourrait se retirer ou abandonner tant qu'elle ne l'aurait pas vu face à face, tant qu'elle n'aurait pas croisé son regard et partagé son air une dernière fois. À quoi ressemblait-il ? Regrettait-il ses actions ? Combien de vies avait-il brisées ? Dans son esprit, le meurtrier de son père avait porté bien des visages. Tour à tour un géant à l'allure négligée ou un homme élancé aux traits fins et lunettes discrètes. Grand ou petit, noir ou blanc, humble ou arrogant, repentant ou cruel. Elle ignorait tout de lui, seule sa détermination à le retrouver était certaine. Ella fit défiler les profils jusqu'à ceux portant simplement le nom Logan ou Nash, mais jamais les deux ensemble. Elle examina chacun d'eux pour occuper ses pensées en combattant la fatigue jusqu'à ce que son rythme naturel l'éveille. Avec le lever du jour viendrait un nouveau souffle. Soudain, quelque chose en bas de la page attira son regard. Elle cligna des yeux pour s'assurer qu'elle ne superposait pas ses pensées sur l'écran dans un semi-délire. Elle passa plusieurs fois sur la ligne, avec la souris, vérifiant et revérifiant. C'était là. Unsub M4INSO296, tueur présumé, lien avec le crime organisé, Logan Nash. Elle tenta d'accéder au dossier, mais fut stoppée net. Accès refusé. Vous n'avez pas l'autorisation de consulter ce dossier. Zut ! S'exclama-t-elle en frappant la table de frustration et mordant sa lèvre au point de sentir une douleur aiguë. Elle réessaya sans succès. Le curseur se mit à zigzaguer sur l'écran avant que Ella n'utilise le clic droit pour obtenir des informations sur le fichier. Date d'upload 05/05/2012. Dernière mise à jour 12/11/2018. Auteur R. Reed. C'était lui, Robert Reed, agent spécial vénéré au même titre que Mia Ripley. Un agent de terrain toute sa vie que Ella pensait parti à la retraite depuis que son nom n'avait plus circulé et qu'elle ne l'avait plus vu au QG depuis longtemps. Si Reed connaissait le moyen de trouver cet homme, elle devait entrer en contact avec lui. Ella ouvrit sa boîte mail et rechercha l'adresse courriel de Robert Reed avant de commencer à rédiger un appel à l'aide. Après quelques phrases, elle s'arrêta brusquement et effaça tout ce qu'elle avait écrit. En parler à Reed pouvait transformer cela en une enquête officielle du FBI. Solliciter les autorités présentait des avantages, mais risquait également de la reléguer au second plan, pendant que d'autres agents moins impliqués personnellement prendraient les commandes. Hors de question que quelqu'un d'autre règle son compte à cet homme. Pour n'importe quel criminel, elle se serait contentée qu'il soit mis hors d'état de nuire, mais dans cette histoire vieille de 25 ans, c'était elle qui écrirait le dernier chapitre. Ayant sauvegardé le numéro portable de Reed dans son téléphone, Ella savait qu'elle devrait accéder au dossier autrement et peut-être même garder cette démarche secrète vis-à-vis de Ripley également. Elle avait déjà trop impliqué sa partenaire dans cette affaire et ne voulait pas que celle-ci entache sa carrière légendaire au FBI par des accusations d'intrusion dans la vie privée.
Pour Ella désormais, cette mission serait en solitaire. Ella éteignit son ordinateur et se dirigea vers son lit, aspirant à quelques heures de sommeil avant l'aube. Ce jour-là, elle devait participer à une session d'entraînement importante et elle tenait à donner le meilleur d'elle-même. Une nuit blanche la rendrait inopérante. Allongée dans son lit, ses pensées commencent à s'agiter. Avec tant de responsabilités sur les épaules, elle se demanda si, en cas de retraite prématurée le lendemain, elle se sentirait satisfaite. Non, tant que cet homme qui pourrait bien s'appeler Logan Nash ne serait pas mis sous les verrous ou enterré 6 pieds sous terre, son histoire resterait inachevée. Elle n'avait pas encore tranché lorsqu'elle plaça son Glock contre son front. Les paupières fermées, Ella fut interrompue par la vibration de son téléphone portable. La lumière de l'écran perça l'obscurité. Un nom s'affichait sur l'écran. La panique s'empara d'elle. 3 heures du matin sonnaient et Robert Reed, celui qui détenait les informations classifiées sur Logan Nash, cherchait à la joindre. Chapitre 3. Ella avait déjà foulé des salles de sport désuètes, mais le Brick House en plein cœur d'Arlington avait une authenticité brute qu'elle appréciait particulièrement. Murs de briques apparentes, équipements vieillissants, des pneus pour se muscler. C'était cet aspect brut qui lui plaisait tant, ainsi que le ring de lutte discrètement installé dans un coin. Cet environnement constituait une diversion bienvenue après la nuit tumultueuse qu'elle venait de passer. Elle n'avait pas rappelé Robert Reed, persuadée que son appel était le fruit d'un dysfonctionnement technique après avoir enregistré son numéro. Que pouvait-elle lui dire? Qu'elle avait fouiné dans son dossier? Qu'elle convoitait ses recherches? Mieux valait mettre cette question de côté jusqu'à y voir plus clair. « Eh bien, voilà notre sanctuaire », lança Ben en enfilant ses chaussures. « On a le lieu pour nous seuls encore 1 heure. Par où veux-tu commencer ?» Après une période compliquée, Ben était réapparu dans la vie d'Ella et elle espérait que cette fois, ce serait pour le meilleur. Elle avait laissé vagabonder ses pensées et un instant crut Ben capable de meurtre suite à un rapport du FBI le désignant suspect dans l'affaire de la mort de son ex-petite amie, un fait qu'il n'avait jamais mentionné lors de leurs échanges intimes. Ella avait envisagé le pire avant de réaliser que c'était sa propre méfiance qui prenait le dessus sur sa raison. Il y a 1 semaine, elle avait présenté ses excuses et écouté toute l'histoire de Ben, en arrivant rapidement à la conclusion que cet homme séduisant et réservé de 28 ans ne pouvait être un assassin revanchard. Le métier insolite de Ben comme lutteur professionnel lui avait semblé excentrique au début, mais elle avait appris à apprécier son originalité et ses excès tétraux. Jusqu'alors spectatrice éloignée des acrobaties et coups portés par Ben, elle s'apprêtait maintenant à recevoir un entraînement privilégié. Cela tombait bien pour leur couple puisque quelques jours auparavant, il lui avait proposé d'emménager avec lui. Une proposition qu'elle méditait encore sans vouloir fermer la porte définitivement à Ben. Ces choses demandaient du temps pour mûrir naturellement. Elle choisit du cardio. Et pourquoi pas monter sur le ring pour régler ça à coups de poing. Marché conclu, mais ne t'attends pas à ce que je te ménage. Pfff, souffla Ella en se dirigeant vers le ring mesurant environ 3 mètres carrés avec 3 cordes noires sur chaque côté. Elle tapa sur le tapis et grimace tant il était dur. Plus coriace qu'on croirait, n'est-ce pas? Commenta Ben en roulant sous les cordes et en faisant jouer sa souplesse entre elles tout en étirant son dos au-dessus, complètement à l'aise dans son élément. Ella rebondissait sur un tapis moins souple qu'elle ne l'aurait espéré. Son dernier combat de boxe, lors d'un match caritatif 5 ans plus tôt, s'était soldé par une victoire inattendue malgré son manque d'expérience dans ce sport. Maître en Bujinkan, elle savait que qu'il s'agisse d'arts martiaux, de boxe ou de lutte, un coup reste un coup, quel que soit le contexte. « Montre-moi de quoi tu es capable », lança Ben en glissant latéralement autour du ring. Ella le suivait du regard, se déplaçant avec agilité, prête à lui démontrer la puissance d'une femme. « Donc, aucune règle ?» s'enquit-elle. « Juste celle des bas-fonds », répliqua Ben. « Toujours à dire que tu peux mettre les hommes au sol, je veux voir ça. » Avec un rire léger, Ella se retrouva coincée contre un coin du ring avant de foncer épaule en avant vers l'abdomen de Ben. Son petit ami se figea, essayant tant bien que mal d'absorber le choc en répartissant son poids sur ses avant-bras. Ils tombèrent enchevêtrés sur le tapis et Ella immobilisa son bras tout en saisissant son autre poignet. « Alors, qu'en penses-tu » plaisanta-t-elle. Ben balança ses jambes pour encercler la tête d'Ella avec ses chevilles et la tira vers le bas. Elle perdit sa prise et en cherchant à se reprendre, sentit les bras de Ben passer sous ses épaules pour pousser contre l'arrière de sa tête. « Pas assez vive, Miss Dark. »« Tu plaisantes, j'espère » ironisa Ella. « Ta garde était complètement ouverte. »« Je sais, mais tu n'oserais pas frapper là. »« Vraiment pas ? À moins que tu ne veuilles jamais d'enfant. » Ella éclata de rire et répondit. « Un problème à la fois. »
Elle crocheta la jambe arrière de Ben avec sa cheville et le déséquilibra sur le côté avant de tomber sur lui dos contre dos. Son souffle s'échappa bruyamment, lui signifiant qu'elle avait le dessus sans pour autant l'avoir blessé. Elle tenta à nouveau une clé de bras, mais il avait deviné son intention et dégagea sa jambe pour la faire tomber avant de la dominer. « Et maintenant, Bruce Lee, que ferais-tu » provoqua-t-il. « Coup bas, mais puisque c'est comme ça… » Ella repoussa Ben grâce à ses genoux contre ses côtes et se remit sur pied en bondissant contre les cordes. D'un mouvement rapide, elle l'enlaça autour du cou avec ses bras croisés derrière son dos pour le maîtriser dans une prise infaillible qu'elle avait utilisée des années durant pour appréhender des suspects récalcitrants. « Aïe !» s'exclama Ben. « Ok, ça fait vraiment mal. Le dauphin noir ne plaisante pas. Alors, tu abandonnes ?» Ben gigotait en essayant de se libérer. « Le quoi ?» « Dauphin noir, une technique russe pour escorter les prisonniers. » Elle resserra son étreinte autour du cou. « C'est assez convaincant pour toi ?» Il parvint alors à saisir le poignet qui verrouillait la prise autour d'Ella et la projeta face contre le tapis. Rapidement, elle se retourna sur le dos prête à riposter, mais Ben s'arrêta et rit. Elle fut légèrement prise au dépourvu. « Bien joué, peu parviennent à se libérer ainsi. »« Toi y compris ?» répliqua-t-il avec malice. Reprenant son souffle, Ella admit « Tu m'as bien eu là. »« Regarde », dit Ben en l'aidant à se relever avant de simuler à nouveau la prise d'étranglement pour expliquer. Beaucoup se focalisant sur le bras qui serre, mais c'est celui qui verrouille qu'il faut viser. Si tu tires dessus, la pression s'affaiblit et permet… Ben allait réitérer son geste, mais Ella ajusta sa position et saisit ses poignets. Ou alors ça. Elle l'inclinait vers l'avant, main bloquée loin des jambes, pour empêcher toute riposte au sol lorsque la mélodie insistante d'un téléphone vint interrompre leur affrontement. Ella posa les yeux sur son sac près du ring et soupira. Elle connaissait trop bien ce scénario où cet appel semblait toujours trouver le moyen d'intervenir entre ceux deux. Se relevant lentement en craquant sa nuque, signe évident de frustration, Ben annonça « On dirait que quelqu'un essaie de te joindre. » Ella ne souhaitait qu'une chose, ignorer l'appel pour une fois, prendre le temps de soigner les blessures laissées par sa dernière mission. Elle n'avait jamais assez de temps pour récupérer, d'où les innombrables coupures, brûlures et ecchymoses qui marquèrent son corps. Un jour, se promettait-elle, elle prendrait le temps de se reposer. « Ce n'est peut-être rien », lâcha Ella. « On ferait mieux de vérifier quand même. » Elle récupéra son sac de sport et chercha frénétiquement son téléphone. Essuyant quelques gouttes renversées, elle remarqua un appel en absence et un message de la secrétaire du directeur. « Bonjour mademoiselle Dark, merci de contacter monsieur Edis sous 1 heure. C'est d'une extrême urgence. » Un second message arriva, celui-ci venant de son coéquipier Ripley. « Pas de trêve pour les méchants. Une affaire de tueur en série dans l'Iowa. Rends-toi au QG sans tarder. » Ben reposa ses bras sur les cordes du ring avec découragement. « Ça a l'air sérieux ?» interrogea-t-il. « Très sérieux », répondit Ella. « Dommage, c'était un rendez-vous hors du commun, mais agréable. » Ben quitta les cordes et saisit son sac. « Je suppose que tu abandonnes le match. Je garde la ceinture alors. Dommage. » Ella empocha rapidement ses affaires et serra son sac. « Une revanche à mon retour ?» La réalité frappa Ella. La menace constante des Diamonds à ses trousses, ses efforts pour retrouver l'assassin de son père, cet appel inquiétant de Robert Reed et maintenant cette nouvelle affaire de tueur en série au Midwest. « Comme si tu lisais dans mes pensées », rétorqua Ben. « Allez, je te dépose au bureau. »« Tu feras attention à toi pendant mon absence ?» demanda-t-elle. « Tu as toujours le revolver que je t'ai donné ?»« Oui, toujours dans mon tiroir. » Ella ignorait si les Diamonds la poursuivaient encore après qu'elle en eût mis 2 derrière les barreaux, mais elle ne voulait courir aucun risque. Si ses ennemis ne parvenaient déjà pas à la localiser, il pourrait s'en prendre à ses proches. Garde-le près de toi, et je te promets qu'un jour tu n'en auras plus besoin. Pour Ella, une fois le meurtrier de son père arrêté, il ne serait pas question d'arrêter là. Pas question de repos tant que chaque membre de cette organisation clandestine ne serait pas derrière les barreaux pour toujours. Peu importe leur nombre, elle les mettrait hors d'état de nuire un à un. Elle trouverait le temps de se reposer un jour, mais pas aujourd'hui. Chapitre 4. Peu avant 11 heures du matin, Ella atteignit le dernier étage du bâtiment du FBI. Elle y trouva Mia Ripley, sa partenaire fidèle et future retraitée, qui attendait devant la porte du bureau du directeur. Vu l'urgence des messages qu'elle avait reçus, Ella n'avait pas eu le loisir de passer chez elle pour se changer. Elle devrait faire avec sa tenue de sport ou rien. « Tu hésites à entrer ?» lança Ella. « Je t'attendais », répliqua Ripley en dévisageant sa partenaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.